Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de l'actualité. À la une présidentielle du 18 octobre prochain, la CENI lance les opérations de distribution des cartes d'électeurs à travers le pays. Vous aurez les échos des circonscriptions électorales de Conakry dans cette édition. Et puis, publication par l'ARPT de l'audit annuel des services des opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès à l'Internet. Les progrès sont certes enregistrés, mais d'énormes défis restent encore à relever. Pandémie de Covid-19 et impact sur les secteurs de développement, le gouvernement accompagne les groupements d'intérêt économique. À Cancan, plus de 50 entreprises sont identifiées pour l'acquisition de ce fonds de relance. Encore une fois, bienvenue à tous. Direction le palais de la Colombe où le Premier ministre a reçu en audience les responsables de la compagnie d'exploitation du gaz naturel liquéfié. La rencontre a permis de faire le point sur l'évolution de ce projet d'énergie industrielle et domestique. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Voici le groupe West Africa LNG. Une entreprise évoluant dans les services de combustible à base du gaz naturel, liquéfié, incolore, inodore et non toxique. Le groupe est spécialisé dans la production d'énergie propre pour les mines, l'industrie et l'agroalimentaire. Il entre donc de plein pied dans la transition écologique vers une planète plus habitable et vivable. Le groupe West Africa LNG rencontre le Premier ministre chef du gouvernement. Il lui présente l'état d'avancement du projet qui vise également à développer le secteur en Guinée. Nous avons présenté au Premier ministre, là où nous sommes au statut, dans le progrès, l'étude est dans les dernières diligences. On va compléter l'étude d'ici fin de l'année. L'année 2021 sera l'année où on va faire les études détaillées pour l'impact environnemental social, finir boucler le financement avec Raymond James qu'on a déjà commencé et arriver à l'année 2022 pour pouvoir faire la construction et le but c'est d'arriver à la fin de 2022 pour pouvoir déjà commencer à livrer les premières molécules de gaz. Progress toward bringing this excellent project to completion. Le lancement du premier flot du gaz liquéfié dans le pays est prévu pour 2022. Pour viabiliser le projet en Guinée, le gouvernement américain a libéré un financement d'1 500 000 $. Le Premier ministre exprime sa satisfaction vers les partenaires. Ce projet, le gaz naturel propre, aiderait à donner l'énergie à moindre coût aux sociétés minières et les encouragerait à aller à la fin de la transformation. Ce qui, en termes de valeur ajoutée, pourrait changer complètement l'écosystème guinéen. Et c'est cela notre intérêt. Et pour les ménages, c'est important parce que nous allons connaître une baisse des coûts. Au-delà des mines, c'est toute l'industrie qui va en profiter. Et c'est une première dans cette sous-région qui pourrait servir de source d'inspiration pour la sous-région et pour le continent. Ici, la production d'énergie industrielle et domestique atteindra 200 MW. Elle améliorera directement la vie des populations car le gaz naturel liquéfié respectueux de l'environnement sera vendu à un prix abordable. Cette production induira également une transformation des secteurs clés de l'économie nationale, favorisant ainsi leur entrée dans la transition écologique. Jour J-29 de l'élection présidentielle, la CENI est à pied d'œuvre pour gagner le pari de ce grand rendez-vous de la vie de la nation. Les représentants des démembrements de l'administration et des collectivités sont formés sous le cadre juridique qui encadre la distribution des cartes d'électeurs. L'exercice va permettre à chaque citoyen de se munir de sa carte avant le jour du vote. Les étapes de Dabola et Kouroussa avec Seydou Diallo. Au niveau de la CENI, l'on poursuit l'exécution des activités du chronogramme des élections.
Des cadres de l'administration, des collectivités et de la société civile bénéficient à cet effet d'un renforcement de capacité sur le cadre juridique qui encadre l'opération de distribution des cartes d'électeurs. L'article 35 du Code électoral statue sur les modalités de distribution des cartes d'électeurs, les conditions de distribution des cartes d'électeurs et les types de distribution des cartes d'électeurs. Ça veut dire quoi? Vous avez l'électeur qui a sa carte, son récépissé, qui vient recevoir sa carte. L'électeur qui n'a pas son récépissé, il y a les conditions définies. L'électeur qui n'a aucune pièce du tout, il y a les conditions définies. Tout est prévu dans l'article 35. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que cette fois-ci, la concision de l'acte est telle que il n'y a pas de risque, les risques sont minimisés quant à la perte des cartes par rapport à la distribution. Pour l'application correcte de cet article 35, la CENI prévoit cette fois-ci d'aller vers les citoyens. Une stratégie nouvelle pour permettre à chaque électeur de rentrer en possession de sa carte. On leur a dit de tout faire, d'aller dans tous les hameaux, se déplacer et vraiment essayer de sensibiliser les gens afin qu'ils viennent chercher leurs cartes et ne pas crier sur les gens, voir effectivement tous ceux qui ont les récépissés de leur donner ça. Si un électeur qui a déjà voté lors de l'élection passée, et cette fois-ci il vient, il ne retrouve pas sa carte d'électeur, ils peuvent venir faire la requête au niveau de la CPI. Maintenant, c'est à la CPI de remonter l'information au niveau de la CENI afin de trouver une solution d'ici le jour de l'élection pour pouvoir trouver une carte d'électeur pour l'intéresser. Il faut préciser que l'opération s'étend sur 30 jours francs. Il prendra donc fin le 18 octobre prochain. L'échéance est proche et la CENI s'active pour être dans le temps imparti par le chronogramme électoral. Sur le terrain, les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont été lancées ce samedi dans les circonscriptions électorales de Conakry et à l'intérieur du pays. Makame Donzo revient sur les étapes des communes de Matam et de Ratoma. Suivi. Dans la commune de Ratoma, 422 706 électeurs sont concernés par cette opération de distribution des cartes d'électeurs pour la présidentielle du 18 octobre prochain. Ce retrait des cartes concerne tous les citoyens qui se sont fait enrôler pendant les recensements derniers. À Kolomasolo Primo, les citoyens sont impatients de connaître leur situation dans le fichier électoral. Et nous sommes heureux de savoir que nous sommes toujours dans le fichier électoral et que nous avons notre carte que nous pouvons utiliser pour voter pour le candidat de notre choix. C'est le bon moment. J'invite donc les citoyens de Ratoma et l'ensemble des citoyens de la Guinée à aller se présenter devant la commission de distribution des cartes pour retirer les cartes dès à présent. Les commissions de distribution des cartes d'électeurs de la commune de Ratoma ont pris toutes les dispositions pour la réussite de cette opération primordiale. Dans la zone de Ratoma, nous avons 130 commissions de distribution. La commission, ils connaissent déjà le logement des habitants, ils peuvent aussi faire de porte à porte pour pouvoir déposer ces cartes aussi à domicile. Les élus locaux sont impliqués dans la distribution parce qu'ils sont déjà membres de cette commission. Nous avons 14 943 cartes électeurs à distribuer, qui est conforme au nombre d'électeurs qui se trouvent dans ce quartier. Il y a le président qui est le président de la commission, qui écrit le nombre d'électeurs, pardon, quand un électeur vient retirer sa carte, il l'inscrit, il prend ses adresses et puis c'est fini. Dans la commune de Matam, 34 commissions administratives de distribution des cartes d'électeurs ont la charge de servir 82 486 citoyens pendant cette élection. Ces commissions devraient permettre aux électeurs de participer à la consultation électorale du 18 octobre prochain pour départager 12 candidats en lice. Deuxième grand titre de ce journal, les résultats de l'audit annuel des services des opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès à l'Internet ont été rendus publics hier vendredi. Cet audit, organisé par l'autorité de régulation des postes et télécommunications, porte sur la campagne 2019. Certes, des progrès sont enregistrés, mais les opérateurs, beaucoup de défis restent encore à relever. Explication Mangafode Touri. Dans nos sociétés, le besoin en communication est de plus en plus ardent.
Le nombre d'utilisateurs de téléphones et de connexions Internet grandit au jour le jour avec de plus en plus d'exigences. En Guinée, 3 opérateurs de téléphonie et 5 fournisseurs de connexions Internet évoluent sur le terrain. L'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT veille sur la qualité des services et vérifie le respect des obligations des opérateurs. L'institution lance pour la 3e année consécutive une consultation pour l'audit des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès Internet. Aujourd'hui, les résultats donnent ceci. Sur le réseau 2G en matière de couverture, MTN est premier, Orange deuxième, Celcom troisième. Sur le réseau 3G, la couverture, Orange est premier, MTN deuxième et Celcom troisième. Sur la qualité vocale, sur la partie qualité vocale, si nous prenons le taux de réussite des appels, et le taux de maintenabilité, là Orange est premier, MTN deuxième, Celcom troisième. Si on prend la qualité de la voix sur le réseau, Orange est premier, Celcom deuxième, MTN troisième. Si on prend la connexion Internet, sur la partie connexion, Orange est premier, MTN deuxième, Celcom troisième. Si on prend le débit, la vitesse, là aussi on a premier Orange, deuxième MTN et troisième Celcom. Je vois qu'il y a une société de téléphonie qui prévaut nettement sur les autres. Les autres sociétés de téléphonie qui sont là, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens d'investissement? Est-ce qu'ils sont bloqués quelque part? Ou est-ce que c'est juste une négligence de leur part? Si tel est le cas, est-ce qu'il y a des sanctions que le RPT propose ou le RPT applique à ces sociétés de téléphonie, ou une pression au moins pour que ces différentes sociétés soient vraiment des concurrents? Des progrès sont certes enregistrés, mais il y a encore quelques vides à combler pour réduire le déficit. Consciente des évolutions technologiques, la croissance du nombre d'abonnés et du volume du trafic, l'autorité de régulation des postes et télécommunications reste confiante. Donc il faut dire à la population guinéenne que nous venons de très loin, il reste beaucoup de choses à faire. Dans les semaines à venir, il y a une requête auquel nous nous sommes attaqués, c'est sur la tarification. Nous voyons des plaintes comme quoi il y aurait une éventuelle surfacturation, encore faudrait-il le prouver, mais il est le rôle du régulateur d'écouter justement la population et apporter des réponses. Le taux de pénétration du service Internet en Guinée, qui était à 0,4% en 2010, est aujourd'hui à 48%. Dans les jours à venir, l'institution compte également renforcer la capacité des fournisseurs d'accès Internet en vue d'encourager les consommateurs à essayer la connexion par les réseaux fixes. Sur un autre plan, les entreprises s'apprêtent à affronter l'après-Covid-19 et faire face à la 3e édition de SADEN. Le Salon des entrepreneurs vient de lancer une nouvelle plateforme qui offre aux professionnels une opportunité de partager leur expérience avec d'autres jeunes passionnés d'entreprendre. Gamo Kaba. Le focus sur le Salon des entrepreneurs SADEN reprend sa belle histoire. Pour ce premier numéro de la 3e saison, 2 jeunes entrepreneurs sont à l'honneur. Maria Maba et Fodé Momo Bangoura se donnent rendez-vous pour partager leur passion et raconter leur succès. Aujourd'hui, j'ai partagé avec le public comment est-ce que l'entreprise y a lancé adapté face à la Covid-19. L'expérience que nous avons vécue, comment est-ce que nous avons pu maintenir notre chiffre d'affaires pendant cette pandémie, en même temps maintenir les employés au sein de Yalan. On est dans un monde capitaliste, l'économie ne va pas s'arrêter, même s'il y a la guerre. L'économie ne va pas s'arrêter. Donc il y a la Covid, l'économie ne va pas s'arrêter. Donc il faut des solutions qui nous permettent de composer avec la pandémie. Imaka est l'une des solutions, en plus du lavage de mains et du port de masques, parce qu'il y a eu 3 mesures barrières qui ont été listées, à savoir la distanciation sociale.
le port du masque et le lavage de mains. Pour les deux dernières, on a des solutions pratiques, mais pour la distanciation sociale, on n'avait pas de solution pratique. C'est dans cette visée-là qu'on a mis en place IMATA, qui puisse permettre de faire respecter la distanciation sociale. Alors que le pays s'est lancé dans la promotion de l'entrepreneuriat, plus de répit pour valoriser le secteur. Un espace de dialogue est organisé pour analyser les préoccupations. Des pistes de solutions sont envisagées afin de minimiser les effets de la pandémie sur les PME. On a eu des échanges assez fructueux, des questions qui ont porté sur la remise en question des organisations telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, pour qu'elles soient mieux préparées, à résister à la crise qui est encore là, et deuxièmement à pouvoir rebondir pour tirer le maximum de profits et d'opportunités liées aux menaces actuelles. Il y a quelques semaines, nous avons terminé le Social Entrepreneurship Program, qui était une compétition, qui a mis à compétition plusieurs entreprises pour pouvoir mettre à disposition un accompagnement et technique et financier en cette crise de Covid. Alors ce premier numéro Focus était également autour du Covid. Comment réadapter son entreprise et son activité en période Covid ou post-Covid? L'événement annonce les préparatifs de la 3e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Objectif visé, inciter le plus grand nombre de jeunes à se lancer dans un environnement entrepreneurial renforcé. Cet appui au secteur privé contre le coronavirus est soutenu par l'agence belge de développement ENABEL. L'ambition des partenaires, aider le gouvernement guinéen à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus des entrepreneurs. C'était donc un reportage de Diamo Kaba et de Safiat Kwande. Santé maternelle, formation des sages-femmes des structures sanitaires publiques et privées de la ville de Conakry. L'objectif visé est de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée. C'est une initiative de la direction de la santé de la ville de Conakry. Ça, en Maratolno, explication. De 750 décès pour 100 000 naissances en 2013, la Guinée est parvenu à reculer la courbe de la mortalité maternelle et infantile. Le taux actuel est de 550 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour continuer à améliorer ses performances, les sages-femmes des structures sanitaires publiques et privées de Conakry sont à l'école. Elles apprennent plusieurs thématiques, dont entre autres le suivi de la femme enceinte, l'accouchement sécurisé et le suivi du nouveau-né. Cette formation, on a ciblé des sessions pour partager avec elles la problématique. On parle du contenu des sessions sur une introduction sur la mortalité maternelle. On a vu encore dans ça comment utiliser le partogramme. C'est un outil qui permet de surveiller le travail chez la femme enceinte, de déceler si l'accouchement peut être normal, s'il n'est pas normal, quand est-ce qu'il faut l'orienter et à temps. Pour permettre à ces femmes de mieux maîtriser le contenu des thèmes théoriques abordés, des séances pratiques leur sont aussi enseignées, des expériences qu'elles s'engagent à partager dans leurs établissements sanitaires respectifs. Nous avons appris beaucoup de choses durant les 12 jours là, surtout comment prendre en charge des femmes à l'accouchement, comment accueillir, comment faire la CPN, comment planifier une femme si elle en a besoin. Arrivé dans mon service, je ferai la restitution. Je voudrais qu'après la formation, qu'on ait des indicateurs appréciables de ce que je venais de dire, que la mortalité diminue, infantile, infanto-juvénile et maternelle au niveau de nos structures de santé. Cette rencontre de renforcement des capacités est un volet du projet de soutien au système de santé national P3SN. Une initiative de la présidence guinéenne soutenue par le gouvernement italien. Plus de 30 médecins et prestataires de santé ont déjà bénéficié d'autres formations à travers ces projets. Autre formation dans un autre secteur, les techniciens et agents techniques renforcent leurs capacités en NEMTIC pour la maîtrise du contrôle industriel et la régulation automatique. Appuyé par le BOSIège, le projet cherche à adapter le contenu des programmes de formation aux besoins des entreprises. Reportage Francis Collier. Le développement des programmes adaptés aux besoins des sociétés et entreprises engage l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et le réseau guinéen des spécialistes en gestion de projets à travailler de concert. Il s'agit de l'utilisation des TIC
dans le contrôle industriel et la régulation automatique. Ce projet qui vise la formation de 1230 jeunes diplômés commence par le renforcement des capacités de 25 enseignants et encadreurs. Pour s'adapter au changement, nous devons nous doter d'un mécanisme efficace permettant d'identifier les meilleures pratiques, d'éliminer les obstacles à l'emploi, de faciliter la réalisation d'un bond dans le domaine de la science et de la technologie, de garantir l'accès aux connaissances de pointe. La vitesse de changement du métier est si évoluée qu'au bout d'un certain temps, vous pensez que vous êtes professionnel, vous êtes dépassé si vous n'intégrez pas dans votre cursus de formation les outils TIC et la nouvelle technologie. Le projet va durer 3 ans avec un accompagnement de bossage, une dynamique qui vise la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation de ressources humaines compétentes et compétitives. Le projet bossage est une initiative, c'est un projet du gouvernement guinéen mais qui est financé par la Banque mondiale. L'objectif, c'est de faire la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes Guinéens. Nous intervenons dans plusieurs domaines. Avec l'appui de nos partenaires comme le bossage, nous voyons aujourd'hui une formation qui est mise en place pour former nos cadres et nous pensons qu'à l'issue de cette formation, les 25 qui seront formés vont avoir les qualités pour faire la démultiplication au sein des différentes structures de l'université. Le développement du programme de contrôle industriel et de régulation automatique à travers la maîtrise des TIC implique aussi l'école professionnelle de l'Institut René Lévesque. Le programme va former des techniciens, agents techniques et agents de maîtrise capables de relever les défis de la main-d'œuvre industrielle. Et ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir, le comité interministériel de la riposte à la Covid-19 a tenu hier vendredi 18 septembre 2020 une réunion extraordinaire sur l'application des mesures de barrières sanitaires pour la prévention de la Covid-19 en cette période électorale. À l'issue de la rencontre, d'importantes mesures ont été prises pour l'organisation de tous les regroupements et déplacements de masse. À cet effet, les partis politiques engagés dans la course à la présidentielle du 18 octobre prochain sont invités à une rencontre d'information à travers leur commission santé le lundi 21 septembre 2020 à 10h30 au siège de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Pour le comité, le rapporteur Dr Sakoba Keïta, DG de l'ANSS. Éducation à présent, présentation d'un rapport de visite de terrain sur les sites de Bagnan dans la préfecture de Farana et à Kissidougou. Les études sont réalisées par les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Alphaïsia Gabaldi. Dans la réalisation des barrages hydroélectriques, des ingénieurs internationaux de génie civil sont souvent sollicités. L'État guinéen veut inverser la tendance. Une étude sur les sites de Bagnan dans la préfecture de Farana et Sangardo dans Kissidougou vient d'être menée. Elle a duré 30 jours. Ce sont les étudiants et diplômés du centre de technologie des petites hydroélectricités de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui ont conduit l'opération. Grâce au partenariat avec l'Organisation internationale pour le développement industriel ONUDI, ces étudiants ont obtenu des prouesses en matière d'études environnementales et sociologiques. Ici, le rapport de terrain vient d'être présenté. Si le rapport est satisfaisant, les études vont continuer pour d'autres sites. Tout ça là pour deux grands objectifs. Le premier, l'adéquation formation-emploi, parce que vous avez remarqué dans la salle qu'il y a beaucoup de stagiaires et parmi eux, il y a des diplômés et des étudiants en cours de formation. Donc ils vont se faire la main pour ce qui est des centrales d'hydroélectricité. Et deuxièmement, c'est pour montrer que le Guinéen peut aussi réaliser certains ouvrages d'hydroélectricité. Nous voyons que l'État fait
amènent des étrangers pour venir installer des barrages et autres, alors que nous qui sommes là, nous enfants de la Guinée, nous avons besoin aussi de nous former. Donc à travers cela, nous pouvons essayer aussi d'être un jour disons des cadres bien formés pour faire ce genre de travail. Et nous savons que les jeunes Guinéens sont capables. J'ai appris plein de choses que nous avons fait en classe théoriquement et nous avons eu à pratiquer des choses que nous avons vues en classe et nos professeurs étaient là, les spécialistes, ils nous ont appris comment, c'est-à-dire comment connaître la vitesse du cours d'eau, le débit avec les appareils que l'ONUDI nous a donnés. La visite de terrain des sites de Bania et Sangardo s'inscrit dans le cadre de l'implantation par l'ONUDI de projets d'énergie électrique à travers des mini-centrales dans les zones rurales. Une initiative présidentielle qui va répondre aux besoins pressants des populations rurales. Comme vous le savez, notre pays regorge d'énormes potentialités hydrauliques et il est beaucoup plus facile d'obtenir de l'énergie qui ne pollue pas, énergie propre, à travers l'hydroélectricité. Et puisque nos villages ne sont pas de façon générale connectés sur le réseau énergétique du pays, le développement de la micro-hydroélectricité va permettre à ces villages d'avoir de l'électricité à bon prix. Donc c'était une étude préliminaire pour avoir certains paramètres du site, dans quelle mesure le site peut être mis en valeur. Nous estimons qu'il est fondamental que les capacités humaines, les capacités nationales soient suffisamment à la hauteur pour permettre de mettre en place une approche structurée de développement d'un secteur aussi stratégique que l'énergie. Donc nous faisons un bon mix entre l'expertise internationale et les compétences nationales qu'il faut développer progressivement de sorte à permettre de pouvoir faire localement un certain nombre, ne serait-ce que d'études qui pourraient susciter l'intérêt des investisseurs pour les nombreux sites recensés au niveau du pays. Ce projet va valoriser les compétences locales. Le rapport, une fois validé, des barrages hydroélectriques seront réalisés à Bania, dans la préfecture de Farana et Sangardo dans Kissidougou, ainsi que dans d'autres localités du pays, par les expertises nationales. Et puis, la pandémie de Covid-19 a impacté plusieurs secteurs de développement. C'est le cas des petites et moyennes entreprises. Et pour aider le secteur à se relever, un fonds d'appui est mis en place par le gouvernement. À Cancan, ils sont plus de 50 groupements d'intérêt économique et entreprises identifiés pour l'acquisition de ce fonds de relance. Abdelkarim Kamara apporte des précisions. Dans le Nabaya, elles tiennent le leadership dans la saponification, la teinture et le maraîchage. Leurs produits approvisionnent tous les marchés de la Haute-Guinée. Dans un contexte de crise sanitaire, ces femmes reçoivent à leur siège le secrétariat technique du Fonds d'appui aux entreprises. Cette année, les activités du groupement ont été durement éprouvées par le Covid-19. Quand le président de la République fait un appui par rapport au financement des entreprises, c'est un grand pas pour nous. On a eu à faire des savons, plus de 2500 cartons. Mais malheureusement, avec cette maladie, nos partenaires ne sont pas venus. Maintenant, l'activité elle est réduite parce que nous n'avons plus de fonds pour pouvoir continuer ce qu'on a l'habitude de faire. La mission du secrétariat technique est ensuite reçue par les autorités administratives de Cancan. Les échanges portent sur les entreprises affectées par la pandémie. Dans cette salle, plus de 50 promoteurs locaux et groupements d'intérêt économique sont concernés. Les critères d'éligibilité au fonds sont au cœur de la rencontre. Pour ces entreprises, ces conditions sont un goulot d'étranglement, notamment l'obtention du quitus. C'est la documentation qui nous fait souffrir souvent. Parce que pour obtenir des quitus ici, il faut aller jusqu'à Conakry. Tu peux faire 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois sans obtenir le quitus. Donc il faut que le gouvernement regarde cet aspect. On envisage de les appeler un à un, chaque promoteur, selon ce que tu as déclaré comme insuffisance
nous allons y remédier avec les structures concernées. C'est ça notre option. C'est pourquoi on a dit que c'est un fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux entreprises. À Cancan, la plupart de ces promoteurs évoluent dans l'informel. Après leur identification, suivra leur mise à jour. Le dossier complet est aussitôt soumis à l'examen du comité de pilotage du fonds d'appui pour validation. En plus bref, en sport, le sélectionneur du CELI National A a publié aujourd'hui samedi la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs amicaux au compte des journées FIFA au Portugal. La Guinée doit affronter le Cap-Vert et la Gambie les 10 et 13 octobre prochains. Nous y reviendrons avec Mbintia Kondé et Abdoulaye Diallo. Voilà comment on se quitte au compte de ce journal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. À vous également, grand merci pour votre précieuse attention. À demain.